19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. À la une ce soir, 37 années se sont écoulées, pourtant le souvenir reste vif dans les esprits comme si c'était hier. Le fameux 6 avril 1984 draine encore son lot d'interrogations, des questions auxquelles nous tenterons de trouver des réponses pour vous ce soir. Témoignage exclusif d'un acteur de premier rang de ces événements. Nous l'avons retrouvé à Yaoundé. Il sera avec nous dès le début de ce journal. À la une également ce soir, la colère des ex-agents de sécurité de l'université de Yaoundé 2 SOA ne retombe pas. Ils l'ont encore manifesté ce mardi devant le ministère de l'Enseignement supérieur à Yaoundé. Ils revendiquent le paiement de leurs droits et la réexamination de leur cas après des licenciements qu'ils jugent abusifs. Leur dernier espoir, rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur. Dans l'actualité également de ce mardi, l'incompréhension, des interrogations et même des inquiétudes après une décision du gouverneur de la région de l'Ouest portant suspension d'organisation des funérailles pour une durée de 2 mois dans la région. De nombreux usagers se demandent également comment tenir le pari de l'organisation des obsèques avec 50 personnes. La mesure suscite moult débats depuis hier. Et le Cameroun affûte ses armes pour les Jeux Olympiques de Tokyo en août prochain. Les Lions indomptables entrent en compétition en Turquie où elles se trouvaient déjà avec une double confrontation contre le Chili. Le point sur leur préparation à suivre vers la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Je vous le disais en titre, cela fait 37 ans, jour pour jour, que le Cameroun était le théâtre d'une tentative de coup d'État, principalement dans la ville de Yaoundé, le 6 avril 1984. Un gendarme-major à l'époque a vécu toutes les manœuvres orchestrées par des putschistes. Son nom, Dieudonné Tanguep, il revendique un rôle important pour déjouer ce coup d'État. Le récit d'Alain Ghislain Kanga et Constant Kanga. À cette époque, c'est à ça que Dieudonné Tanguep Mwandi ressemblait. Après sa fonction militaire, le matricule 6557 est renvoyé à la gendarmerie à l'escadron numéro 1 à Yaoundé. Et c'est là que les événements du 6 avril 1984 le trouvent. Mais le 13 décembre 1983, il constate un fait inhabituel. Tout le matin, un bataillon de la main de terre sont positionnés dans ces marchés Mélin, là, Carrefour, là. L'ex-classique blindé est derrière. Ça suscitait des émotions, des interrogations. Il y avait la suspicion ouverte. L'ancien sportif de haut niveau dans l'armée est au courant d'un coup d'État planifié, mais deux camps s'opposent sur le mode d'action. Ça devait passer le 20 mai 1984. À la Sadat, on voulait cribler la tribune présidentielle le jour-là, qu'on a fait à Hockey. Mais il s'est passé quelque chose. Entre eux, il y avait une divergence. Ceux qui ne voulaient pas verser le sang et ceux qui voulaient verser le sang, ils sont passés au vote. Et ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas de sang étaient majoritaires. Ils ont changé la date et qui m'ont fait par surprise. Ces multiples demandes a rencontré le chef de l'État sans veine. Le 6 avril, le fait se produit. Un char de guerre avance vers le domicile du général Semengue. Je vois un commissaire de police qui dirige un char blindé, l'escadron blindé gendarmerie. Et du coup, je dis, mais monsieur le commissaire, vous faites quoi dans un char gendarmerie? Nous, on vient ici parce qu'il y a nos patrons ici. Il dit, non, on va atteindre Semengue, c'est le con. Et puis, vous, commissaire, vous voulez atteindre un général, chef d'état-major des armées, dans quel monde on a vu ça? Si vous voulez faire une chose, faites ça bien, moi ça ne me surprend pas. C'est un coup d'État, je suis au courant. Mais prenez un officier, mais un lieutenant pour l'arrêter, il n'y a pas de problème. Mais finalement, il dit, en tout cas, on va l'arrêter, il va aller même où? Ils ont tourné, ils ont décroché. Quelque temps après, le soldat d'active prend son courage et décide d'aller à Obéli, à la base des putschistes, pour inspecter l'arsenal de l'ennemi. Alors, je vois qu'ils ont mis un mortier 130, avec lequel tirer les obus en ville, main découpée pas. J'ai fait la marche là, personne ne m'a arrêté. C'est là qu'ils trouvaient qu'il y avait 50 postes de garde.
De retour au camp pour faire le rapport à ses supérieurs, Tanguem Wandi apprend que la base d'Obéli sera bombardée et s'empresse le lendemain pour le remettre. J'ai vu un commandant que je connaissais à l'époque, Capitaine Norbert, il était chef-d'état-major à l'Est. Dieu merci, venez. Il est venu pour le rapport que retournez à la délégation. Je vous accompagne, montrer le circuit, allez, donnez ça à Kono. Elle remarque qu'il était DCC. Allez lui donner ce rapport aussi. C'est mauvais que j'étais obligé, voici. Selon lui, son rapport a permis de déjouer cette tentative de coup d'État. Mais depuis lors, cet adjudant-chef major à la retraite n'a toujours pas eu la reconnaissance de la nation, malgré toutes ses démarches. Le pays était en plein danger de péril. Donc la nation camerounaise me doit beaucoup de choses dans l'histoire. C'est donc, j'ai suivi que voilà, PM, déchargé le 17 mars, ils ont pris rien dit. J'ai écrit encore sur l'État sur couvert Mendef pour la médaille de vaillance. On n'a rien dit. En espérant toujours avoir sa médaille de vaillance, Dieudonné Tanguem a entamé un autre combat, celui de sauver les âmes perdues comme pasteur de son église. Et l'évocation de ce 6 avril 1984 rappelle donc, vous venez de le voir, ce putsch manqué qui a tout de même ébranlé les débuts du règne du président Biya, un événement qui lui a aussi permis de consolider son pouvoir. Certains citoyens se rappellent de cette journée comme si c'était hier. Souvenir du 6 avril 1984 avec Yvonne Katiken et Stéphane Bina. C'est une date qui a changé le cours de l'histoire du Cameroun. L'évocation de la journée du 6 avril rappelle des moments de frayeur. Je me souviens comme c'était encore aujourd'hui. On était étudiants à l'époque et puis vers 2 h du matin, il y avait des coups de feu. Je voudrais préciser que j'habitais entre l'EMIA, l'école militaire d'Erwan, et le camp Yeyap. Donc au bas fond là, c'est là où il y avait ma chambre d'étudiant. Et puis dans la nuit, à partir de 2 h du matin, il y avait des bruits de bottes dehors partout. Et j'ai voulu sortir, j'ai vu un gendarme qui m'a montré la porte de ma chambre du bout du canon. Et c'est là où j'ai compris que quelque chose de pas très sérieux se passait. Lorsqu'il se replonge 37 ans en arrière dans les souvenirs du putsch manqué au Cameroun, professeur Alaka revoit l'inconscience des citoyens qui aurait pu être préjudiciable pour beaucoup. Mais on était inconscients. C'était de l'inconscience absolue. Et c'est des choses qu'il ne faudrait pas revivre parce que lorsqu'on regarde ça aujourd'hui, on se dit qu'on a beaucoup risqué. Parce que ces gens étaient physiquement furieux et ils pointaient les canons au passage à tout le monde. L'homme qui a passé près de 20 heures de marche à pied pour retrouver son village natal à Bakwa pense aujourd'hui que cette étape continue de susciter de nombreuses questions, pas toutes élucidées. Certainement, les principes de rigueur et de moralisation qui avaient été décriés par les putschistes n'ont pas été respectés par les collaborateurs du chef de l'État. Ça, on n'a pas besoin d'un miroir pour le voir ou pour le dire. On n'a pas besoin des lunettes pour ça. Il y a eu quelque part une trahison de la part des collaborateurs du chef de l'État. Un putsch, certes manqué, mais qui a tout de même eu le mérite de changer le cours de l'histoire du Cameroun. This day still remains fundamental and significant. Il a fondamentalement changé le cours de l'histoire de la politique de rigueur et moralisation qui est devenue plus forte. Les militaires étaient dominés à l'époque par des gens acquis à la cause de l'ancien président. Et cela a permis la rupture de confiance entre les populations du Nord et celles du Sud. La méfiance demeure, certes, les blocs ont été créés, mais j'avoue, le président Biya a su gérer cette situation de telle sorte que le Cameroun est resté uni. L'unité nationale, cette valeur chère que le Cameroun a su conserver malgré les bruits de bottes. Je le disais également, titre protestant contre une rupture de contrat unilatéral et sans liquidation de droits par le recteur plutôt de l'université de Yaoundé 2, SOA. Des ex-agents de sécurité ont battu le pavé ce matin à Yaoundé. Ils ont notamment revendiqué une rencontre avec le chancelier des ordres académiques pour le réexamen de leur cas. Les détails avec Karel Mezatia-Tchoya et Serge Alanzibou. Rebelote.
des ex-agents de police campus ressortent les pancartes. Une grande partie parmi les 96 qui se sont retrouvés à la rue après une déflation dans les rangs de l'unité de sécurité parapolice du campus de l'université de Soa. On aimerait donc savoir si effectivement nous faisons partie encore des éléments de la police campus. On nous réintègre au travail, on nous donne une condition de vie normale ou alors, comme la loi Souvitain le disait, on se sépare dans de bons termes. On paie tous nos droits. En quête de réinsertion ou de solde de tout compte à coup de mouvements d'humeur sur le campus, de réunions avec le recteur et de demandes infructueuses d'audience avec le ministre de tutelle, ces ex-agents de police campus font monter le ton mardi devant le complexe ministériel numéro 2, abritant le ministère de l'enseignement supérieur. On ne revendique rien si on peut nous reprendre au travail et au moins rebaisser notre CMPS qui est coupé pendant 10 ans aujourd'hui. Décidés de faire la lumière sur leur sort, ils n'excluent pas un sitting long séjour ici. Si nous ne rencontrons pas monsieur le ministre, nous allons camper ici. La pluie va tomber sur nous et tous les renforts dont on a dit qu'on va appeler, on va appeler. Nous sommes Camerounais et fiers de l'être. Et nous pensons encore que dans ce pays reste et demeure un état de droit. Et espérons que l'état de droit va primer cette fois-ci. Sitting momentanément suspendu en raison d'une promesse d'audience avec le ministre Jacques Famundongo, qui d'après eux avait déjà prescrit au rectorat la liquidation des droits. Mais pour ces ex-agents, la pression et les charges sociales pressent. Si les ministres peuvent vraiment apporter du sourire à nos yeux, puisque là nous sommes débordés. On a des familles à nourrir, comme personnellement j'ai une famille, j'ai un enfant qui vient de naître. J'ai fait comment pour vivre avec mon enfant. Il a un autre mouvement, justement, mouvement chez les releveurs d'Eneo, dans la région de l'ouest du Cameroun, dans la ville de Bafoussam précisément, après plusieurs échecs de négociations chez l'employeur, le collectif des releveurs désemparés, prêts à tout détruire, vient donc de trouver une piste de sortie. Ils ont manifesté dans cette rue de la ville de Bafoussam hier. Et chez le gouverneur, en face de leurs responsables, ils se sont mis à table pour tenter de trouver une solution. Walter Bertrand a suivi pour nous cette grève. 5 avril 2021, Bafoussam, les releveurs employés d'Euro-Afrique, service sous-traitant Eneo, sont aux abois. Fatigués de promesses, en colère, ils protestent. Nous n'avons pas de salaire, nous sommes là pour la revendication des salaires. Trop, c'est trop. Tu sors le matin, tu passes toute la journée et qu'à la fin du mois, tu n'as rien. Parce que nous sommes fatigués de travailler dans les conditions précaires. Nous avons été recrutés pour certains des temporaires. Moi, je suis à pratiquement 9 ans de temporaire dans la société Europe-Afrique qui nous a recrutés depuis pratiquement 9 ans. Nous, on travaille tous les jours, comme releveur. Chaque jour, il faut marcher sur le terrain. Mais aujourd'hui, on vient nous dire qu'il y a un nouveau prestataire qui est arrivé à l'ouest et qu'on nous impose un contrat autre que ce que nous, sans même interrompre l'autre, mais on a un contrat qu'on nous impose de 80 000 francs. À la recherche des solutions à leurs problèmes, après plusieurs échecs de négociation avec leur employeur, ils trouvent enfin une oreille attentive chez le gouverneur. Aujourd'hui, c'est le 5. Les enfants, la fin du mois n'est pas loin. Donc d'ici 3 semaines, ça sera déjà la fin du mois. 3 semaines ne va pas vous tuer. Vous avez été patient, continuez à être patient pendant 3 semaines et vous me donnez le temps pour aussi entrer dans la danse pour que l'Europe-Afrique cherche de l'argent pour liquider vos droits. La bombe est désamorcée. Ces releveurs sont répartis avec l'espoir de voir leur salaire impayé de 4 mois entièrement réglé à la fin du mois d'avril. On reste dans la région de l'Ouest, lutte contre la propagation du Covid-19. Awa Fonka Augustine, le gouverneur que vous venez de voir, a interdit l'organisation des cérémonies de funérailles dans son unité de commandement. Durée de la suspension, 2 mois. Cette mesure est diversement appréciée sur place. Voyons cela avec Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Pendant les 2 prochains mois, il ne sera pas organisé sur l'étendue du territoire de la région de l'Ouest des cérémonies de funérailles. Par ailleurs, tout comme les mariages, les obsèques et les concerts devront être limités à 50 personnes, la suspension de 2 mois étant éventuellement renouvelable. Telle est la quintessence de l'arrêté régional pris ce 5 avril 2021 par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, une mesure qui vise à faire reculer la pandémie. Mais on se demande comment est-ce que la note du gouverneur sera implémentée, puisque
réduire à 50 personnes le nombre de participants aux manifestations, ce sera un peu difficile. Dans les salles de classe, nous avons des salles de classe de 70, de 80, voire de 90 élèves. En même temps, on a comme l'impression que chacun fait ce qu'il veut dans sa région. On a comme l'impression qu'il n'y a pas une stratégie nationale. Face à la résurgence de la Covid-19, il y a quelques semaines, toutes les autorités locales étaient descendues dans les différentes localités pour remobiliser et sensibiliser sur le respect des mesures barrières. Néanmoins, très ancré dans la culture de l'Ouest, les funérailles sont un grand moment de culte dédié aux morts, ponctué de danses traditionnelles et patrimoniales. Moi, je pense que le gouverneur a raison parce que lui, il a pensé à un moment qu'il ne fallait pas tuer les gens. S'il a interdit ça par rapport parce qu'il voulait protéger la population de l'Ouest et même le Cameroun en entier. Mais d'autre part, dès qu'il a interdit, nous on voit l'église. Les églises fonctionnent encore normalement parce que ça fait encore un rassemblement, alors que les funérailles, ça a une importance très particulière à l'Ouest. Chaque citoyen, ici, doit choisir la vie et non la mort. Communiqué non sans conséquences également pour les agences de voyage qui se plaignent déjà. Pour celles qui font les navettes vers l'ouest du pays, le chiffre d'affaires sera en baisse et la masse salariale subira, disent les responsables de ces agences, aussi un sacré coup. Samuel Baya et Henri Tinda sont allés à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Le Covid-19 assiège l'ouest du Cameroun. Les autorités administratives frémissent. Par le biais du dit arrêté, Augustine Awafonka, gouverneur de cette région, suspend sur une période de 2 mois renouvelable les funérailles dans ce territoire. Note péremptoire et une addition salée pour les agences de voyage. Ce ne sera pas très facile parce que beaucoup de personnes voyagent pour ces événements-là. Nous recevons beaucoup de personnes qui vont pour des funérailles et quand la note est tombée, nous allons nous soumettre, mais tout en sachant que ça aura un impact sur le chiffre d'affaires. À titre illustratif, les véhicules de cette compagnie effectuent de mercredi à vendredi en moyenne 25 voyages à l'ouest du Cameroun. Sans les funérailles, un coup de massue. Donc nous comptons généralement sur les funérailles et les deuils en particulier pour booster notre rentabilité. Toutefois, cette note vient, certes c'est une mesure barrière contre la Covid-19, mais elle aura un aspect négatif dans l'apport financier de l'entreprise. Vous savez que l'entreprise a des charges et une masse salariale importante. Aussi l'entretien des véhicules. Pendant tout ce mouvement, déjà le chiffre d'affaires doit baisser. Une disposition qui nous conduirait songeurs à interroger la stratégie nationale de lutte contre cette pandémie dans notre pays. Avec autant de moyens financiers mis à contribution, la riposte serait-elle en train de baver? De la nécrologie, Sa Majesté Halim Garga Ayatou enterré ce mardi. Le lamido de Garoua, décédé hier lundi à Yaoundé, a rejoint ses ancêtres lors d'un enterrement. Le ministre de la Santé publique, représentant du président de la République, a rendu hommage à cette personnalité du pays. Reportage. Aéroport international de Garoua, la dépouille du lamido Halim Garga Ayatou est reçue dans sa ville. La délégation qui accompagne l'illustre disparu est conduite par le ministre de la Santé, représentant du chef de l'État. Ici, l'ambiance est lourde de tristesse. C'est un homme, un grand croyant. Chaque fois qu'on se rencontrait, il disait toujours qu'il faut prier pour lui, il faut prier pour l'Amida, pour la ville, mais aussi il faut prier pour le pays. Et c'est à ce titre-là que nous devons réagir. Nous sommes des croyants et nous savons qu'il vient de Dieu. C'est quelqu'un auprès de qui on devrait absolument tirer. Par la suite, on s'est retrouvé dans le conseil régional. Sa sagesse, on a voulu mettre ça à profit, malheureusement. Halim Ayatou a marqué par sa simplicité, engagé pour l'éducation, au-delà de ses attributions dans le domaine de la santé. Nous avons perdu un patriarche qui a toujours été à nos côtés, qui nous prodiguait des conseils. Le lamido de Garoua aujourd'hui a été pour nous la jeunesse du Nord comme un père. Il n'a jamais cessé de nous prodiguer des conseils. Les Nigériens qui sont ici à Garoua, pour cette mort-là, vraiment, ça nous a touchés. Ça nous a touchés. On a perdu un père qui nous ressemblait. Après la prière mortuaire à la mosquée du Lamida de Garoua,
Le corps d'Ali Mayetou est porté en terre, aux côtés de son père. Il fut lui aussi l'amido. La poussière de Garoua se recouvre une fois de plus sur l'un de ses plus illustres fils, sur son lamido. Rendre opérationnels les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'objectif du ministre des Travaux publics. Emmanuel Ganou Djoumessi, ici sur le terrain ce mardi pour une reconnaissance des voies de raccordement de l'autoroute et apprécier l'état d'avancement des travaux. Dans sa suite, nos reporters Daniel Anissem-Boudier et Constant Kanga. Une piste de terre poussiéreuse partant de Colbisson à Koltoumou. 15 km qui doivent servir de voie de raccordement entre le centre urbain de Yaoundé et le PK0, point de départ de l'autoroute Yaoundé-Douala. Sur le chantier ce mardi, le ministre des Travaux publics qu'accompagne son secrétaire d'État chargé des routes Armand Diodome. Conserver le tracé existant et réhabiliter sans causer des dégâts aux populations riveraines. Prescription d'Emmanuel Ganou Djoumessi à la China First Highway Engineering Company, entreprise en charge des travaux. S'il y a des habitations, je ne veux la moindre habitation sans montrer où part l'occupant. Sur les 40 premiers kilomètres de l'autoroute, ça roule aisément. Il ne reste plus que l'installation de 2 postes de péage automatiques. Sur le dernier tronçon, il y a du grain à moudre, comme ce pont sur Maniaï. Cet ouvrage il sera achevé dans 2 mois, c'est-à-dire d'ici mai, il sera achevé. Vu que le gros a été fait. La voie de raccordement qui débouche sur la nationale numéro 3 à Boumniebel doit elle aussi être réhabilitée avant novembre prochain, délai de rigueur. Monsieur le ministre, il connaît très bien nos contraintes et il a fixé des objectifs. Nous allons s'aligner sur ces objectifs-là. Nous allons voir et étudier tous les scénarios possibles et comme il l'a dit, donc on va maintenir notre date butoir au fin octobre 2021 et faire un planning en revenant vers la date d'aujourd'hui et voir quels sont les moyens qui nous sont nécessaires, que ce soit logistique ou bien matériel ou bien moyens humains, pour respecter ce délai-là. L'achèvement de cette autoroute nécessite des financements supplémentaires d'après la société chinoise qui réclame déjà 31 milliards de francs CFA d'impayés à l'État du Cameroun. Qu'une question de jour et les activités des administrations régionales seront effectives. La maîtrise des ressources financières est au cœur des préoccupations, d'où la formation des intervenants dans les procédures d'élaboration, de vote, d'approbation, d'exécution et de contrôle des budgets des régions depuis ce matin à Douala. 2 jours de renforcement des capacités sous le respect strict des mesures barrières. Des précisions avec Charles Robert Itok et Thierry. Accompagner, encadrer dans les techniques d'élaboration, de présentation, d'exécution et de contrôle du budget programme dans les régions, les conseillers régionaux, 2 jours durant, s'abreuvent auprès des experts en vue d'obtenir le savoir-faire nécessaire pour pouvoir élaborer les budgets de manière optimale. Et pour une deuxième raison, c'est que le budget est désormais élaboré en mode programme, ce qui nécessite, n'est-ce pas, une certaine maîtrise des modalités et des normes, n'est-ce pas, qui sont inhérentes à cette nouvelle pratique budgétaire. Sensibiliser les organes dirigeants, n'est-ce pas, à l'élaboration de leur budget, à les accompagner, les imprégner à l'élaboration des budgets, mais aussi les aider de manière concrète, n'est-ce pas, à élaborer leur budget et les documents annexes, notamment les projets de performance annuels pour le compte de l'exercice en cours. Renforcer les capacités sur les outils méthodologiques du budget programme des acteurs intervenant dans les procédures d'élaboration de vote, d'approbation du contrôle de l'exécution des budgets des régions est salué par Poulika Balok. C'est la première région. Et les régions, comme collectivités territoriales décentralisées, doivent avoir un budget de fonctionnement. Et pour avoir un budget de fonctionnement, il faut une méthodologie pour l'élaborer. Les services de l'État sont venus pour nous encadrer et nous accompagner dans la technique de confection de budget programme pour les régions. Plusieurs exposés ont meublé le renforcement de ces capacités, une démarche première qui augure le démarrage effectif des activités des administrations régionales.
Et il est effectivement difficile pour les conseils régionaux de se mettre au travail depuis l'installation de leurs exécutifs il y a quelques mois maintenant. Dans la région de l'Adamawa, par exemple, ce deuxième niveau de la décentralisation tourne aux ressources financières, humaines et matérielles au moment où ses membres sont à l'école de l'élaboration du budget programme. Voyons tout cela avec Eringele depuis Ngaoundéré. Dans ce bâtiment est logée la région de l'Adamawa, prise comme collectivité territoriale décentralisée. Ce local qui abritait il y a peu la délégation régionale du tourisme et des loisirs est à plus de 75% vide en personnel et en équipement. Et les subsides de l'État se font attendre. La preuve, c'est dans la salle des actes des services du gouverneur que vient de se tenir l'atelier d'accompagnement des conseils régionaux à l'élaboration de leur premier budget programme. Le conseil régional est installé avec les moyens du président du conseil régional pour le moment. Tout ce que vous voyez chez nous, c'est le moyen propre. Nous attendons les équipements. Selon les informations, les équipements sont commandés au mois de mars. Ils disent qu'on attend dans 60 jours. Ils vont nous envoyer les équipements. Plus de 500 dossiers de candidature reçus à ce jour dans l'Adamawa de sources internes. L'organigramme dédié aux régions est encore en attente de signature sur la table du gouvernement. 73 compétences transférées à ce jour, lesquelles les modalités d'exercice restent attendues. À quoi obéit donc l'élaboration projetée dans les jours à venir des budgets des régions, lorsque l'on sait que cela a lieu hors délai? Car, en rappel, le budget d'un exercice est élaboré à l'année N-1. Le budget 2021 qu'on élabore est un budget de mise en place de l'administration régionale. Donc il s'agit de programmer des ressources pour que le moment venu, lorsque tous les textes nécessaires à la mise en place, au recrutement des personnels et tout le reste seront signés, que ces ressources-là puissent permettre qu'on puisse effectivement prendre en charge ces personnels. Nous sommes là en plein principe de la progressivité. Et l'élaboration de ces budgets est une initiative concertée des ministères de la décentralisation et du développement local, de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire et des finances, visant à outiller cette assemblée délibérante locale de tous les outils de la nouvelle loi des finances et de ses 6 convolutions du Code des collectivités territoriales décentralisées. Ambroise Foguet pour les détails. Dans ce bâtiment est logée la région de l'Adamawa, prise comme collectivité territoriale décentralisée. Ce local qui abrite Région administrative du Sud Cameroun, environ 800 000 habitants éparpillés dans 29 communes sur 41 191 km². Un regard sérieux sur des secteurs tels le sport, le tourisme, l'enseignement supérieur, les infrastructures routières, l'électricité laisse dubitatif. À titre d'exemple, on compte à peine 4 villes avec de l'eau courante dans le sud. D'où le besoin d'un plan diagnostic préalable pour tout budget. Nous n'avions pas tous les outils pour confectionner ce budget. Ce séminaire nous permettra de renforcer nos capacités. Je crois que compte tenu de la configuration de notre bureau, ce sera plus facile pour nous. Ebolova, la capitale de cette région avec 4 départements frontaliers, accueille des conseillers régionaux. L'objectif étant d'harmoniser la compréhension sur les principaux axes portés par la réforme, afin de garantir une mise en œuvre satisfaisante. Ces membres de la récente Assemblée délibérante de la région sont à l'école aux côtés d'autres sectoriels pour scruter le budget programme. Nous allons, dans le cadre de cette rencontre, construire, opérationnaliser la mission des régions dans le cadre de l'exercice de ces compétences. Parce que dans le corpus des compétences transférées, il y en a qui sont du ressort des communes et celles qui sont du ressort des régions. Parmi les problématiques prioritaires régionales, un accompagnement multisectoriel pour l'élaboration d'un plan directeur de développement avec des documents de planification secteur par secteur. Voilà des boussoles si l'on veut parler budget. Toujours en politique, le Musée national rend hommage aux femmes députées qui ont marqué l'histoire de l'Assemblée nationale du Cameroun depuis sa création. Leurs effigies sont en exposition depuis ce matin au Musée national au rang des visiteurs. Le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril. Le reportage de Daniel Anissé Moudier et Serge.
Elles ont écrit l'histoire du leadership féminin dans notre pays. Des femmes députées honorées ce mardi au Musée national à Yaoundé à travers des peintures qui relatent leur parcours politique. Dans le stand d'exposition, un illustre visiteur, le président de l'Assemblée nationale Kava Yege Djibril, accompagné d'une importante délégation de parlementaires. Sur ce tableau, l'évolution chronologique du nombre de femmes à l'Assemblée nationale de la première législature en 1973 à nos jours. Le secrétaire général de la Chambre basse, Gaston Komba, se fait le devoir de décrire le panneau à Kava Yege Djibril. Ça, c'est la fille de chez vous? Oui. Aïssatou, Ladi Sissimou. Oui. Elle était à l'une de Guidère. Je connais toutes ces femmes. Parmi ces femmes, des visages et noms bien connus comme Françoise Foni de regrettée mémoire, Céline Mendoua, Marie-Rose Guigny-Effa, Youssouf Adidja Alim, Madeleine Twente ou encore Emilia Mandjoa. Elles ont marqué chacune en son temps l'histoire de la Chambre basse du Parlement. Félicitations à toutes les femmes du Cameroun. Et puis la suite de cette édition du 19h50 avec la ville de Fou dans la région du centre qui a son nouveau commissaire de sécurité publique, Jean-Michel Bengono, et celui qui devra s'atteler à tordre le cou à l'insécurité dans cette partie du pays, nommé en mars dernier par décret présidentiel. Il a officiellement pris fonction ce 6 avril. Le délégué régional à la sécurité nationale du centre, en procédant à son installation, a listé les obstacles dont il doit se débarrasser pour la sécurité des personnes et des biens. Pour les détails. La localité d'Onfou a connu récemment quelques menaces terroristes. La sûreté nationale n'en veut plus. Le nouveau commissaire de sécurité publique de cette commune, située à une trentaine de kilomètres de Yaoundé, doit mettre le verrou. L'une des missions assignées à Jean-Michel Bengono, ici installé par le délégué régional de la sûreté nationale du centre. Vous occupant des grandes choses comme le terrorisme, ne pas oublier le maintien de l'ordre. Ça démarre dès maintenant. Aucune période de grâce ne lui est permise. Le grand banditisme, la criminalité aussi, ne devront être que tristes souvenirs ici, a ajouté Didier Nga. Le promu du jour dit avoir pris acte. Attendez de moi un service approprié pour les circonstances qui pourront se présenter. Sa mission est lourde, surtout qu'il devra continuer les œuvres de son prédécesseur, le commissaire Vincent Pascal Mouem, appelé à d'autres fonctions. Il cède son fauteuil avec le sentiment d'avoir accompli son devoir, en mettant notamment hors d'état de nuire plusieurs bandits et autres criminels qui se réunissaient dans cette bâtisse abandonnée pour effectuer leur sale besogne. Nous venions en mission, la mission est terminée. Le haut commandement a estimé que nous devons relever d'autres défis. Nous sommes sereins et nous allons au combat. Il va au combat et laisse derrière lui une population fière du travail abattu pendant 15 mois. Plusieurs fois même, on en a arrêté des gars, pas seulement la cigarette simple, les stupéfiants. Nous sommes satisfaits du travail effectué. Le nouvel entrant a du pain sur la planche et ce sont avec des pas fermes qu'il entre au front. Tel qu'annoncé il y a quelques semaines, la deuxième édition du rendez-vous d'affaires bat son plein à Yaoundé depuis ce matin. L'initiative portée par le Centre de coopération interculturelle pour la femme africaine met en exergue le potentiel espagnol et camerounais au profil des participants. L'événement placé sous le haut patronage du Premier ministre a connu la présence des hôtes de marque et invités spéciaux. Karel Mezatiachoya, Michel Foucault pour le compte-rendu. Au cœur du workshop Africa Acte 2, les opportunités d'affaires qu'offre l'Espagne. Les élus locaux saisissent la balle au bond et par la même occasion présentent à ses partenaires espagnols le riche potentiel du Cameroun. Durant 2 jours, vont se tenir des travaux intenses ici au siège d'Africa Business Center à Yaoundé. Des travaux dont le fil conducteur porte sur l'accélération du développement durable pour assurer la paix sociale. Maires, parlementaires, hommes et femmes d'affaires y font de beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, les Espagnols frappent à notre porte. Nous sommes très heureux. Nous voulons une coopération pratique, pragmatique, factuelle, parce que nos populations attendent énormément de cette décentralisation. Nos populations ont des problèmes. Des problèmes qui peuvent trouver solution ici. C'est d'ailleurs la principale motivation du Centre de coopération interculturelle pour la femme africaine,
CODAF, initiateur de la rencontre. Pour moi, cette initiative, je l'ai portée parce que j'ai vu quelque chose de sincère derrière. J'ai vu quelque chose qui pouvait non seulement apporter quelque chose de positif au Cameroun, mais aussi la jeunesse. Parce qu'on doit dire que le principal bénéficiaire ici, c'est les jeunes. Et je pense que notre coopération ira à bon train sur une base d'un gagnant et de l'autre côté, un autre gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant souligné par le directeur international de 100 villes pour la paix. Pour Pablo Marcel Bonnel, le Cameroun sert de porte d'entrée de l'Afrique pour l'Espagne. Nous voulons pénétrer l'Afrique, nous y installer, mais nous pénétrons l'Afrique à partir d'une vitrine. C'est le Cameroun. L'État loue l'initiative qui ajoute des points en plus à la coopération Cameroun-Espagne. Le représentant du Premier ministre qui a ouvert le forum l'a relevé. La coopération sud-sud, ou bien décentralisée, comme on l'appelle techniquement, à travers les mairies, est une très bonne affaire. Le Cameroun est préparé à travers ses différentes politiques publiques. L'événement, placé sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, est parrainé par le président du réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé. Ouvert ce 6 avril à Yaoundé, les travaux courent jusqu'à demain. Une pléthore d'activités inscrites à l'ordre du jour pour satisfaire les attentes des participants. Du sport à présent, plus que 4 jours et les Lions indomptables feront leur entrée en compétition avec la double confrontation à venir contre le Chili. Alain Djemfa et ses pouliches ont pris la direction de la Turquie ce matin où se déroulera les 2 rencontres avec en ligne de mire le dernier ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo prévus en août prochain au Japon. Les dernières informations de la tanière des Lions indomptables avec Marc Chameau et Joseph Roger Foipon. La qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 passe par la case Turquie pour les Lions indomptables. Elles se sont d'ailleurs envolées ce mardi matin pour Antalya où les attend le Chili pour une double confrontation qualificative pour les JO. Bien avant de quitter le Cameroun, les Lions indomptables ont reçu lundi soir à Yaoundé la visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Mouele-Kombi a tenu à encourager Augustine Edjanguet et ses coéquipières avant le tournant décisif. Pour ces matchs face au Chili, le sélectionneur Alain Djemfa a convoqué 25 joueuses, parmi lesquelles 14 évoluant dans la Guinness Super League au Cameroun. Une première. Ce dernier fait le point de la préparation. Je crois que sur le plan technico-tactique, on est sur une bonne progression. Sur le plan physique, c'est déjà bien. Bon, maintenant, il faut peaufiner tous les réglages dès que nous allons voyager le 6 avec tout le groupe qui se retrouve en Europe pour maintenant mettre sur pied l'équipe qui pourra donner la qualification au pays. La dernière séance d'entraînement des Lions s'est déroulée ce lundi en nocturne. Oui, nous avons joué en nocturne justement parce que le premier match là-bas se joue à 18h et le second match à 19h. Nous avons essayé de jouer déjà dans ces conditions ici chez nous pour ne pas être surpris de l'autre côté. Abou Diongini, Chout Adjara et les autres professionnels rejoindront la délégation camerounaise directement à Antalya, laquelle délégation est chapeautée par le président de la Fédération camerounaise de football par intérim, Sédou Bombonjoya lui-même. Première opposition Cameroun-Chili ce samedi à 19h, puis mercredi 13 avril à 20h, toujours à Antalya, en Turquie. À l'étranger à présent, production du vaccin contre le coronavirus au Nigeria. Le pays de Muhammadu Buhari annonce avec optimisme les avancées dans les recherches préalablement ravitaillées par l'Inde avec le vaccin AstraZeneca. Le Nigeria a été victime de suspension des stocks de millions de vaccins qu'il attendait. D'où ce rapide investissement de l'État fédéral pour fabriquer un vaccin local et vacciner 70% de sa population. Monique Naosi-Fosso et Joseph Fop. 25 millions de dollars débloqués au Nigeria pour mettre au point une réponse vaccinale contre la Covid-19. Les scientifiques travaillent actuellement sur 2 pistes et annoncent des essais cliniques et une certification pour bientôt. L'annonce vise à renforcer le moral et l'image de l'industrie médicale du pays, selon la task force présidentielle mise en place par le gouvernement fédéral. Cette détermination du Nigeria à fabriquer son propre vaccin
naît du fait que l'Inde ait décidé d'arrêter ses exportations afin de ravitailler d'abord sa population. Selon le quotidien Vanguard, le gouvernement nigérian s'est associé à l'Université du Nil pour produire un vaccin national. Le Nigeria projette de vacciner au bout du compte 140 millions sur 200 millions d'habitants. Ce géant d'Afrique dispose de certaines potentialités industrielles et envisage, à l'instar du Maroc et de Sinopharm, se lancer dans la production à grande échelle et ravitailler la sous-région si possible. Officiellement, le Nigeria a enregistré plus de 157 000 cas de Covid-19 et plus de 1900 décès. Le pays le plus riche et le plus peuplé d'Afrique propose de vacciner au moins 70% de sa population de plus de 18 ans d'ici 2 ans. Les obstacles à cet objectif sont les défis sécuritaires, logistiques, météorologiques, avec des routes impraticables. 50% de Nigérians sont favorables au vaccin et d'autres restent réticents, compte tenu des préjugés qui entourent cette pandémie. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Au nom de toute l'équipe de production de ce journal, je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur nos antennes et à demain, 19h50. Bonsoir.